Bonjour Piero San Giorgio, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous êtes une figure du survivalisme, auteur, collapsologue, né à Milan et vivant en Suisse, si je ne m'abuse. Vous êtes très connu pour cet ouvrage Survivre à l'effondrement économique, sorti en 2011. Et vous avez prévu un effondrement global conduisant à un état de guerre généralisé d'ici 2025. C'est très réjouissant. Est-ce qu'on y est? Bonne question. Je précise que vous avez une formation dans l'informatique et le marketing international et que vous êtes donc transversal. Est-ce que ma présentation est juste? Bonjour, merci de votre invitation. Dans l'ensemble, c'est correct. C'est vrai que je ne prévois pas, je projette des tendances. Et la convergence de ces tendances depuis 2005-2011 me font penser que aux environs de 2020 à 2025, on rentre dans une phase de ce que j'appelle l'effondrement économique, mais qui est une phase de crise qui s'accentue, avec inflation, avec potentiellement des guerres, avec potentiellement même des pandémies. Tout ça, je l'écrivais en 2011. Et depuis 2020, nous sommes dans une accélération de ces mouvements, avec des faillites peut-être d'État, avec peut-être des faillites même du système bancaire, du système financier. Alors mon objectif n'est pas d'être précis et de vous dire que le 7 juillet 2025, il va se passer à 12h25 cette catastrophe, mais simplement d'alerter, de faire un peu une sorte de lancement d'alerte pour qu'on comprenne que nous sommes dans des tendances vers des moments très difficiles et pour lesquels il vaut mieux se préparer. Et vous avez des techniques pour mieux se préparer, je crois. Alors toute l'approche de ce qu'on appelle le survivalisme qui nous vient des États-Unis, ce n'est qu'un mot, ce n'est qu'une étiquette, peu importe, mais cette approche correspond à une vision de la vie. Donc, dans la survie, il y a vie, et dans cette vision, nous préparons les gens qui sont dans cette mouvance à simplement être plus résilients, plus autonomes, peut-être avec plus d'indépendance, donc moins de dépendance par rapport à un système économique qui est de plus en plus fragile, par rapport à un État qui veut nous rendre soumis, dociles et dépendants de sa bonne volonté, et faire de nous des bons petits esclaves, voire du bétail. Et cela implique un travail sur soi-même, un travail sur son mental d'abord, éventuellement un travail sur son physique, mais aussi une préparation en termes de compétences, de ce qu'on est capable de faire. Par exemple, moi j'ai arrêté progressivement de travailler dans l'informatique internationale et dans le marketing. J'étais cadre supérieur dans les boîtes américaines. J'étais responsable de développer les marchés émergents, donc Afrique, Moyen-Orient, Europe de l'Est, Russie, etc. Et petit à petit, j'ai arrêté ça pour... j'aurais pu continuer à mi-temps en fait, ou en partie, mais j'ai préféré arrêter et me consacrer d'abord à mes enfants. J'ai 4 enfants, mais surtout dans un cadre de vie peut-être plus sain pour moi et pour eux. Donc j'ai acheté une petite ferme à la montagne dans laquelle j'ai mon petit potager, j'ai installé mes petits panneaux solaires et je travaille cette autonomie. Et donc j'ai dû apprendre énormément de compétences nouvelles que je ne connaissais pas. Et cette expérience d'ailleurs, je l'ai relatée dans ce premier livre, Survivre à l'effondrement économique, qui a été un grand best-seller. Il est traduit en 14 langues aujourd'hui, et qui explique dans une première partie pourquoi nous allons vers des temps difficiles et pour lesquels nous avons meilleur temps de nous préparer, mais surtout dans les parties suivantes, comment on se prépare en termes d'autonomie pour l'eau, la nourriture, l'hygiène, l'énergie, donc la chaleur, le chauffage, des choses comme ça. Et là, ça rejoint ce qui, depuis, dans le monde francophone, j'ai été pas le seul, mais j'ai été parmi les premiers qui ont lancé cette mouvance qui ensuite s'est déclinée dans plein de formes différentes. Il y a des gens qui font de la permaculture, il y a des gens qui font et qui en parlent sur Internet, qui expliquent aux autres, et beaucoup de gens se lancent dans le réel, qui font des potagers, qui font des jardins, avec des fruits, qui font d'élevage d'animaux, etc., qui parlent de panneaux solaires, qui parlent de défense. Et surtout, ce qui me tient à cœur, c'est le lien social. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens redécouvrent cette nécessité de faire partie d'un groupe, tout en restant individu, bien sûr, et d'utiliser ce groupe pour être plus compétents, plus forts ensemble, et plus capables d'être autonomes et résilients.
Et donc, vous venez pour la sortie du premier tome de ce pavé intrigant qui s'appelle Survivre à la peur, qui est édité par Culture et Racines, dans lequel vous nous racontez comment maîtriser nos peurs. Mais qu'est-ce que la peur? Alors, tout d'abord, c'est que je me suis rendu compte, au fil des ans, que beaucoup de mes lecteurs me disent: Pierrot, c'est très bien que tu nous apprennes à nous en sortir en des moments difficiles, tout ça c'est bien, mais en réalité, on se sent de plus en plus anxieux parce que tu nous décris des situations qui s'avèrent être réelles, puisqu'on a de l'inflation aujourd'hui, on a des guerres, on a eu une plus ou moins pandémie, une sorte de pandémie. On n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. On espère en avoir le cœur net un de ces jours. Et donc, je me suis dit, mais non, moi, je voulais vous inciter à l'action, et par l'action, vous débarrasser de cette anxiété. Et donc, j'ai commencé à travailler sur la compréhension de ce qu'est la peur. Et la peur est en réalité une émotion qui est, comme toutes les émotions qui survient malgré nous, souvent, parce que nos sens détectent un danger, réel ou imaginaire. Et cette peur, elle est censée nous aider. Elle est censée nous rendre attentifs, nous faire fuir le danger, ou nous faire combattre, si c'est le cas d'une prédation, face à un prédateur. Et au cours de l'évolution, nous avons développé cette émotion absolument vitale pour nous. Et beaucoup d'animaux la partagent. Tous les animaux évolués ont cette émotion de peur. Maintenant, le souci, c'est que, parce que nous avons un cerveau assez évolué, pas assez à mon avis, mais enfin assez évolué, on projette parfois des peurs sur l'avenir, et on s'imagine des choses, et ça s'appelle l'anxiété, l'angoisse. Et cette angoisse, si elle est répétée, si elle se projette dans le temps, eh bien notre organisme n'est pas fait pour subir les effets de la peur longtemps. Nous, on est fait pour... voilà, on fait face à un prédateur, on court, on va grimper dans un arbre, on se cache, ou alors on va ramasser un caillou, on essaie de se défendre, mais après, on se calme. C'est fini, si on est vivant. Et donc, l'angoisse, la peur, qui s'ajoute au stress du quotidien, trafic, chef au bureau, conflit entre conjoints, le stress que nous procurent les enfants, la belle-mère et autres. Tout ça, ce sont des stress qui s'ajoutent et qui font que nous avons toutes sortes de maladies somatiques, du cancer au psoriasis, que sais-je, et qui nous amènent en fait exactement l'inverse de ce pourquoi on se prépare dans la survie, c'est-à-dire dans une vie saine, tranquille et en bonne santé. Et de plus, nous avons maintenant des États, des gouvernements, même des gens très fortunés qui les contrôlent, qui nous gèrent par la peur. Alors, si la gestion par la peur n'est pas nouvelle, puisque depuis toujours, les puissants essayent de nous faire peur en disant « Attention, les Allemands vont nous envahir, ils ont une solution, on va récupérer l'Alsace et la Lorraine. » Je prends un exemple comme ça historique, un peu rigolo pour aujourd'hui, mais c'était pas rigolo il y a un siècle et demi, en France par exemple. Et donc, on nous faisait peur, mais on nous amenait des solutions. Et aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, c'est peur sur peur, sur peur, sur peur, anxiété sur anxiété sur anxiété, mais sans solution. On nous demande juste de nous soumettre et de faire ce qu'ils veulent nous dire, ce qu'ils veulent nous faire faire. Et en fait, on doit être des bons petits esclaves, un bon petit bétail qui paie ses impôts. Et je ne vous fais pas un dessin sur comment ça finit, un bétail en général. Et donc, il est grand temps de reprendre possession de notre réaction à la peur et de faire en sorte que cette peur reste ce qu'elle est, c'est-à-dire une amie, un système d'alerte qui nous fait du bien, qui nous veut du bien. C'est notre corps a ces réactions parce qu'elles sont bonnes pour nous. Nous n'avons pas évolué pour avoir des réactions mauvaises et malsaines. Simplement, l'excès d'anxiété, l'excès de peur, nous amène à des stress physiques qui ont des effets physiologiques et délétères comme des maladies, mais aussi des stress psychiques. Et je vous fais remarquer que nous sommes en Occident, et particulièrement en France, parmi les pays au monde qui ont le plus de cas de dépression et les plus grands consommateurs d'antidépresseurs. Et c'est totalement lié à mon avis. Il y a des cas évidemment psychiatriques, comme ça arrive, mais l'immense majorité des gens qui sont malades de dépression, en fait, c'est le corps qui nous dit arrête de nous stresser comme ça constamment, fais quelque chose. Et donc nous nous soignons avec des antidépresseurs qui sont, dans l'immense majorité des cas, même si je ne suis pas médecin, j'ose le dire, qui ne sont pas bons, et qui sont très très délétères et qui nous amènent des problèmes supplémentaires. Alors,
Nous n'allons pas aller dans le détail de la dépression dans le tome 1 de ce livre, j'en parlerai dans le tome 2, mais c'est clair que nous avons une grande nécessité de reprendre le contrôle de la compréhension de la peur, de savoir distinguer lorsque nous les ressentons, les symptômes finalement de la réponse physiologique à la peur. Par exemple, lorsque nous sommes stressés, effrayés ou angoissés, nous avons par exemple des sueurs froides ou un battement de cœur qui augmente, qui s'accélère, une respiration qui est saccadée, par exemple, et plein d'autres réactions. Si nous savons les identifier, par exemple, nous savons à ce moment-là nous dire « Ah, là, je suis en train de subir la peur ». Et donc, nous ne sommes plus dans un réflexe, nous ne sommes plus dans une réaction instinctive, nous sommes dans le raisonnement. Et lorsqu'on a une compréhension d'un problème raisonné, eh bien déjà, on réduit un petit peu l'anxiété parce qu'on se dit « Ah, en ce moment, j'ai une crise, alors, dans les cas les plus extrêmes, de panique, ou j'ai une crise d'anxiété, ou je subis la peur. » Et donc, quel est l'effet? Qu'est-ce qui me provoque cette peur, cette anxiété, éventuellement cette crise de panique? Alors, c'est ce que font les thérapies, les thérapeutes, vous travaillent là-dessus. Et je voudrais vous faire économiser un petit peu d'argent et du temps, en évitant peut-être, vous pouvez les faire, les thérapies, ça peut être très utile. Mais clairement, lorsqu'on comprend ces symptômes, on va pouvoir se dire, ah, je dois d'abord réagir maintenant, comprendre d'où ça vient, et peut-être avoir une petite alarme intérieure cognitive, réelle, réfléchie, qui me dit peut-être qu'en ce moment, on est en train de me faire peur à dessein. Et donc, je ne vais pas me faire avoir, je vais me méfier. Et je ne vais pas croire à ce qu'on nous dit, il faut mettre un masque, enlever un masque, mettre une savate, sauter à pieds joints, enfin, que sais-je, les folies qui sont en train de nous faire, ou en ce moment, puisque nous sommes en fin mars 2024, peut-être nous emmener vers la guerre. Un coup de peur. Ce ne serait pas la première fois, donc il faut être très très méfiant. Donc écoutons notre corps, écoutons nos réactions. Donc c'est une première partie de ce livre qui est très importante pour comprendre ce que c'est que la peur, comprendre quelles sont nos réponses, pour les identifier et pour agir. Et dans ce livre, vous expliquez aussi comment devenir un héros. Alors c'est intriguant. Oui, ça c'est le dernier chapitre en effet du livre, parce que pour reprendre le contexte, à partir du moment où nous avons des peurs, et que nous les identifions, et que nous sommes conscients que nous avons des peurs, nous pouvons essayer de comprendre quelles sont celles-ci. Et parmi celles-ci, il y a des peurs fondamentales, la peur d'être seul, la peur d'être rejeté d'un groupe, la peur de la mort. Et toutes ces peurs, eh bien, elles se travaillent d'un point de vue philosophique, d'un point de vue réflectif, parce qu'encore une fois, elles peuvent nous provoquer des réactions anxieuses, des réactions réflexes, mais c'est parce qu'on les comprend et qu'on travaille à ce moment-là sur leur source que l'on va essayer de les résoudre, pour les diminuer, pour les maîtriser. Et c'est là où ce sera important pour le fait de devenir un héros, et pas que celui-ci. Une fois qu'on les a identifiés, on peut commencer à réfléchir sur comment, par exemple, la peur de la mort est une peur fondamentale, une peur que nous avons tous, parce que c'est un grand inconnu, et qui s'ajoute en plus à la peur de la souffrance, qui est souvent très proche, et qui va nous amener à peut-être me dire, je vais essayer de donner du sens à ma vie. De la peur de la mort, on va essayer de transformer cette peur en action qui nous donne l'envie de rechercher du sens. Alors, c'est pas moi qui ai inventé ça, depuis des dizaines de milliers d'années, il y a des religions, il y a le mysticisme, il y a la spiritualité, il y a même la philosophie qui nous apporte des solutions. Donc, je travaille sur cette approche d'analyse de la spiritualité, en tant que non pas en tant que quelqu'un qui propose une religion ou une secte, c'est pas du tout mon cas. Réfléchissez par vous-même, au contraire. Non, l'idée c'est de réfléchir qu'est-ce qui vous apaise, qu'est-ce qui vous apporte les solutions. Et je propose des exercices qui vont dans ce sens. Mais in fine, lorsqu'on a cette compréhension de comment on peut répondre de manière philosophique, encore faut-il appliquer cette philosophie ou cette croyance ou cette religion, peu importe, à qui nous sommes. Parce que nous sommes tous différents, nous sommes tous avec des éducations différentes, avec des traumatismes différents, malheureusement. Et donc nous devons comprendre qui nous sommes. Donc un gros travail d'introspection que j'explique. Là, je vous économise beaucoup de temps de thérapie et d'argent sur ce travail d'introspection, parce que je vous donne des exercices fondamentaux. Et cet exercice de compréhension, de comprendre qui nous sommes, va nous permettre de comprendre comment, à partir de qui nous sommes, aller vers ce que l'on veut. Parce que comprendre ce que l'on veut, c'est sacrément important et difficile dans la vie.
Et souvent, nous ne savons pas ce que nous voulons. Pourquoi? Parce que on nous a mis dans la tête des désirs par nos parents, parce qu'ils voulaient bien faire ou pas, mais généralement ils veulent bien faire, mais aussi la société qui nous dit, toi, tu seras un bon petit esclave obéissant. Et donc, tu vas vouloir, pour pouvoir avoir ta nouvelle voiture, ta nouvelle consommation, ta nouvelle maison, ton chien ennemi, tes enfants, ta femme, ton homme, etc. Et donc, on va dire, ah oui, bah alors pour avoir ça, il faut que je fasse ça, il faut que je travaille, etc. Mais minute, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Et est-ce que ça correspond vraiment à qui tu es? Bon, c'est des questions, encore une fois, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais je propose une démarche un peu nouvelle pour découvrir ces éléments. Et je propose à la fin de mon livre, donc c'est quand même après 900 pages, comment, en étant devenu plus fort grâce à ces réflexions, devenir un héros. Parce que notre vie n'est pas... Bon, alors, je n'ai aucun jugement de valeur, on peut très bien être très heureux au bord de la mer, à pêcher son poisson, manger dans sa hutte, et on peut vivre de manière très très simple, de manière parfaitement heureuse, voir ses enfants grandir, un jour avoir des petits-enfants, c'est formidable, extraordinaire. Ce que je propose dans l'idée de devenir un héros, ce n'est pas de devenir le prochain président de la République, ou Hector, ou Achille, ou Ulysse, ou Luke Skywalker. Je propose, bien que leur cheminement narratif soit celui du héros, non, je propose d'être des héros du quotidien. Pourquoi pas avoir une famille, faire des enfants, ou aider les autres, ou aider soi-même, ou monter quelque chose, ou simplement dire non. Dire non à la tyrannie, dire non à l'oppression, dire non à l'arbitraire par moment, et de savoir réfléchir par nous-mêmes et devenir plus fort, parce que cette capacité à dire non va nous permettre d'être plus autonomes, plus résilients et plus libres, et donc va nous permettre de non seulement survivre, mais de vivre mieux. Et donc c'est très lié avec la survie, ce que j'écris. La gestion de la peur, parfois on me dit, mais c'est bizarre, c'est pas du tout le thème sur lequel on t'attend. Mais je dis, pourtant, c'est lié. Parce que se préparer pendant des années, avoir un potager, peut-être même faire des conserves, avoir des panneaux solaires, être capable à défendre ses voisins et soi-même dans un village, etc. Mais si à la fin, face à la peur ou face à l'événement qui arrive et qui est dangereux, on perd nos moyens et on commence à ne plus réagir correctement, en fait, tout ça ne servait à rien. Donc vous prenez le connais-toi toi-même. Ah, bien sûr, c'est Aristote, je crois, qui dit ça, mais c'est une base de la philosophie. D'ailleurs, en parlant de la connaissance, de faire face à la peur de la mort, une des raisons d'être de la philosophie, c'est apprendre à mourir. Et parce qu'on va mourir. C'est la mauvaise nouvelle. Je vous apprends rien, j'espère, mais se connaître soi-même nous permet de ne pas se faire avoir, de ne pas se faire mener par le bout du nez par le premier maquignon venu qui va nous promettre monts et merveilles, qui va nous promettre... Alors il y a la secte, il y a le crime, il y a la drogue, il y a les antidépresseurs, il y a les croyances bizarres, mais y compris médicales. Hein. Parfois dans la science n'est plus visiblement aujourd'hui une réflexion qui suit une méthode et qui permet d'avoir factuellement des données. Non, la science c'est obéir à ce que dit l'OMS et c'est tout. Et tais-toi. Ah non, je suis pas d'accord. Moi, c'est pas ce qu'on m'a appris à l'école et à l'université. La science, c'est un processus. On émet des hypothèses, on les teste, on regarde les résultats empiriques. Très souvent, on dit on ne sait pas, et on repousse à demain et on tâtonne un petit peu, mais on commence pas avec des dogmes. La science n'est pas dogmatique, n'est pas officielle. On ne dit pas si tu mets pas ton masque, tu vas mourir. Attends. 1 minute. Oui. Bref, donc je crois qu'on a été nombreux d'ailleurs avec cette période Covid 2020-2021 à nous réveiller, à se rendre compte c'est pour ça que je dis, ils ont été maladroits, ils sont allés trop vite et trop fort, et beaucoup de gens en Occident, mais se sont réveillés. Dans les autres pays que je connais bien, parce que j'ai travaillé en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, etc., ils ont été beaucoup plus circonspects, plus méfiants. J'ai un ami tunisien qui m'a toujours dit depuis déjà 30 ans, il me disait la différence entre nous en Tunisie, avec Ben Ali à l'époque, et vous en Europe, c'est que nous, on sait qu'on n'est pas dans une démocratie. Et je trouvais que c'était drôle, mais plein de sagesse. Et eux savent qu'ils ne sont pas dans un monde où les dirigeants sont bienveillants, alors que nous, on avait encore cette illusion. Enfin, un certain nombre d'entre nous avaient encore cette illusion, et nous sommes nombreux maintenant à réfléchir par nous-mêmes. Je ne dis pas qu'il faut être hostile, mais il faut dire non.
Non, vous ne passerez pas par moi. Pourquoi une préface par Laurent Oberton? Ah, parce que Laurent Berton est quelqu'un qui réfléchit sur ces thèmes, c'est quelqu'un que j'apprécie, que je respecte, qui a écrit des livres très courageux. Au début, il a dénoncé la forte augmentation de la criminalité et de la violence en France, mais on retrouve à peu près les mêmes tendances au Royaume-Uni, dans le Benelux, en Allemagne, etc. Et contre-courant aux grands médias qui nous expliquaient que tout va bien, quel que soit le problème, et peu importe ce que l'on pense des causes, si on n'identifie pas ce problème, on ne pourra jamais le soigner, on ne pourra jamais le résoudre, quelle que soit la manière de le résoudre. Il faut déjà l'identifier. Et donc, il a été courageux, donc je lui ai demandé très gentiment de me faire une préface un peu coup de poing, ce qu'il a fait, et je le remercie. Et puis je pense que c'était intéressant, comme c'est un livre dans lequel j'interviewe énormément de scientifiques, énormément de gens qui ont une grande expérience du traitement de la peur. Je voulais plutôt en préface quelqu'un qui est plus dans la littérature, qui est plus dans le récit et dans l'actualité, plutôt que des scientifiques dont un grand nombre sont déjà cités abondamment dans le livre. Donc je voulais un peu changer de ton, et même chapitre par chapitre, j'essaie d'avoir des approches multidisciplinaires. C'est pour ça que c'est un livre qui m'a pris 6 ans à écrire, très complet au niveau scientifique, mais j'espère simple à lire, j'espère qu'il est facile. Il y a beaucoup de chapitres, donc chaque chapitre peut se lire. Alors, n'ayez pas peur du nombre de pages, il y a 960 pages, mais vous pouvez lire 10 pages, reposer, faire des exercices, peut-être relire ce que disent les experts que j'interviewe dans ce chapitre, puis sauter un autre chapitre, puis aller un autre encore plus loin, puis y revenir. C'est un livre qui va servir de livre de travail à beaucoup d'entre nous. Certainement, il m'a appris beaucoup de choses en l'écrivant. Encore une fois, je suis ni médecin, ni psychiatre, ni neurologue, mais j'ai interviewé des médecins, des psychiatres et des neurologues, et aussi des spécialistes dans des domaines particuliers, et aussi des gens comme par exemple une de mes anciennes, dans le chapitre justement sur l'héroïsme, sur comment devenir un héros. J'ai étudié une héroïne qui est en fait une petite héroïne du quotidien, mais qui était une de mes profs à l'université aux États-Unis, et qui a été victime d'un braquage de banque. Donc elle s'est retrouvée dans un braquage à main armée, comme dans les films, avec des types qui arrivent avec un fusil dans la banque, qui mettent tout le monde à genoux, par terre, et elle s'est retrouvée comme ça dans cette banque au Nouveau-Mexique. Et j'ai vérifié, c'est vrai cette histoire, parce que je vérifie quand même. Et elle a déjoué le braquage, parce qu'ensuite il y a eu la police qui est venue, donc ils étaient otages. Donc du braquage ils sont devenus otages, et elle a déjoué mais gentiment, d'une manière héroïque, mais sans violence et tout, avec beaucoup d'humour. Parce qu'elle a dit, bon, de toute façon, je vais mourir, alors autant parler à ces gens et leur dire, non, mais écoute, tu fais une connerie. Je décris en détail, elle décrit, puisque je l'interroge sur ce point, et elle en devient une héroïne. Donc c'est quelqu'un, finalement, c'est une prof d'éducation physique, c'est une prof de psychologie du sport, même. Et donc voilà, je l'attendais sur la psychologie du sport, et finalement elle m'a raconté une histoire extraordinaire d'être victime d'un braquage de banque et otage des braqueurs pendant quelques heures. Des heures où on se dit, bon ben on va peut-être mourir, on va être exécuté, on ne sait pas. Et finalement un dénouement assez heureux, et sans violence et sans mort. Et c'était vraiment une histoire intéressante d'héroïsme finalement. Donc voilà, toutes sortes de gens ont été interviewés pour ce livre. Et comme on dit dans la Bible, n'ayez pas peur. Alors oui, le n'ayez pas peur de Jésus est une injonction à la vie après la mort, bien sûr. En fait, il dit n'ayez pas peur de la mort, et il a raison, puisque celui qui suivra mon chemin sera sauvé. C'est ce qu'il dit, je crois, si je me souviens, je crois que c'est Luc, mais peut-être que je me trompe. Je ne connais pas par cœur les évangiles, je lis tellement trop de livres que je ne me souviens plus au bout d'un moment ce que je dis. Mais après, je crois que par rapport aux peurs matérielles, aux peurs réelles, on ne peut pas ne pas avoir peur. Celui qui a peur d'un serpent ou des araignées, face à un serpent ou une araignée, il va avoir une réaction réflexe. Il a beau être chrétien ou musulman et se dire non, mais je serai sauvé, mon âme ira au paradis, ou quelle que soit votre croyance, il aura quand même peur du serpent, et peu de gens sont capables de faire face à la torture ou d'être jeté dans l'arène au lion en étant absolument froid et se dire c'est pas grave, etc. Mais
ça aide. Et cette foi, ces croyances puissantes que nous apporte, pour ceux qui y croient, la religion, elles sont des antidotes rodés par des siècles, voire des millénaires voilà, de réalité pour nous aider à maîtriser ces peurs. Et je pense que dans les crises que l'on traverse, les gens qui ont la foi, qui sont religieux, ont une facilité à les traverser. Donc finalement, les meilleurs remèdes à la peur sont la foi et la raison. Je ne sais pas si c'est les meilleurs, mais ce sont des remèdes, De bons remèdes. de très bons remèdes. Concernant les risques réels, aujourd'hui, quels sont-ils? Alors à l'échelle individuelle, j'ai un chapitre sur ça, qui s'appelle, le chapitre est nommé Penser l'impensable. Et c'est à la fois un pied de nez à ceux qui sont sans arrêt en train de penser à des choses catastrophiques qui n'arriveront peut-être jamais. Et j'en connais qui se disent, oui, mais qu'est-ce qu'on fait en cas d'astéroïde qui tombe et qui pulvérise la moitié de la planète? Et moi je dis, bon, les chances sont de 1 sur 60 millions d'années, donc on se calme. Ça va pas arriver maintenant, normalement. Et puis si ça arrive, ben voilà, j'ai un chapitre sur la peur, t'acceptes de mourir, puis voilà. Mais on va pas commencer à s'exciter, à faire des bunkers sous terre, à dépenser 500 millions, d'abord on les a pas. Et puis voilà, au bout d'un moment, zen, quoi. En revanche, il y a des risques, d'abord au quotidien. Les grands risques, c'est l'accident de voiture, c'est la maison qui brûle, c'est pour ça qu'on a des assurances. C'est traverser la route en regardant son téléphone et se faire shooter par une trottinette ou une voiture ou autre chose. Donc voilà, donc les risques en réalité, ils sont d'abord quotidiens. Ils sont d'abord, en anglais c'est mundane, en français c'est les risques de la banalité quotidienne. Oui, quotidienne, oui. Et donc nous avons d'abord cette attention à ces risques-là à mettre en place avant d'imaginer la fin du monde. D'ailleurs, il n'y a pas de fin du monde. Je suis pas dans cette optique-là. Et donc, d'abord à cela. Et en fait, un bon exercice que je propose dans le livre, c'est d'imaginer plein de scénarios et d'imaginer la pire des conséquences dans ces scénarios-là. Et ensuite, de travailler, de faire un peu de recherche. Et je prends l'exemple des éruptions volcaniques, puisque j'ai régulièrement des gens qui m'envoient des emails en disant « Mais que penses-tu de l'éruption du prochain super volcan qui est autour de Naples, etc., qui va recouvrir de cendres la moitié de l'Europe ?» Et moi, je leur dis « Mais l'incendie de la maison, l'accident de la route, c'est bien plus fréquent. » Et donc, cet exercice vous propose de vous renseigner sur vos pires des peurs, vos peurs des catastrophes, des événements qui pourraient vous arriver, et de regarder quelle est l'incidence réelle, alors elle peut être très très grave, et ensuite de regarder la probabilité que ça arrive. Et là, vous vous rendez compte que la probabilité est souvent infime. Et de faire votre petit tableau, et ensuite, en deuxième temps, de réfléchir en fonction de toutes ces catastrophes possibles que vous imaginez, qui vont réellement vous créer de l'angoisse, puisque vous voulez remâcher dans votre tête, dans votre esprit, vous imaginez, mais alors ce volcan, et l'invasion des extraterrestres, que sais-je, des trucs fous. Et à ce moment-là, de se dire, et c'est là où vous allez avoir un commentaire en disant non, les extraterrestres arrivent, existent. Ok. Sans doute, peut-être. Mais en tout cas, et là, il a dit qu'ils existent. On se calme. Mais on a ensuite la probabilité, et vous allez trouver, dans toutes ces probabilités, dans tous ces événements, quels sont les dénominateurs communs. Et là, surprise, vous allez trouver que le dénominateur commun, c'est qu'on a tous besoin de boire, de manger, d'avoir une hygiène correcte, d'avoir un abri, d'être entouré de gens qu'on aime et avec qui on est bien, et peut-être se défendre, etc. Et que ces dénominateurs communs, ils sont à notre portée, ils sont simples. Il n'y a pas besoin de stresser, de se préparer à l'astéroïde qui va... Non, tranquille. Un petit extincteur chez toi, un petit détecteur de fumée, peut-être quelques boîtes de conserve dans un placard, peut-être sans doute commencer un petit potager, même en ville, sur un balcon, peu importe. Commencez petit. Et vous allez voir que ça va beaucoup vous rassurer. Il n'y a pas besoin de s'imaginer « oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu ». Parce qu'on a souvent on a des processus mentaux et cognitifs que j'explique dans le livre également, où on va être constamment dans la panique lorsqu'on observe un événement, qu'on imagine les conséquences et qu'ensuite au lieu de décider de faire quelque chose qui est raisonnable, on va partir sur des plans déraisonnables et exagérés et qui sont bien au-delà de ce qui est déjà à notre portée, à nos moyens, et capable d'être réalisable pour la plupart des gens. Alors, M. Zuckerberg de Facebook, il dépense 500 millions pour un bunker, mais il a 100 millions de fortune, ou je sais pas combien. Donc forcément, pour lui, c'est
c'est un caprice de gosse de riche. Bon, ben voilà. C'est comme pour moi de me dire, tiens, je vais m'acheter un nouveau sac à dos parce que l'ancien, il est un peu usé. Maintenant, il est très bien l'ancien, donc t'as pas besoin d'un sac à dos. Mais moi, j'ai les moyens d'un nouveau sac à dos, lui, il a les moyens d'un bunker. C'est pas la même chose. Donc, pour la plupart des gens qui nous écoutent, tranquille, achetez-vous un petit placard dans lequel vous mettez des réserves d'eau, un filtre à eau, une bonbonne de gaz avec un petit réchaud, quelques boîtes de conserve, et déjà vous êtes tranquille. S'il y a une pénurie ou si tout d'un coup, pendant une semaine ou deux, les supermarchés sont vides, etc., bon, déjà ça couvre vos besoins, et plus si vous avez une famille ou des amis, etc. Et si vous êtes à la campagne, ben, vous allez le faire de toute façon, parce que c'est comme ça la vie à la campagne, on fait des réserves pour l'hiver, et puis on a souvent trop de production. Moi j'ai trop de courgettes à la fin de l'été, j'ai trop de choux, et je les garde pendant l'hiver et je les consomme petit à petit. Bref, c'est la vie de nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, qui était très raisonnable et très saine. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais bien sûr. Et de quoi avez-vous le plus peur, vous, personnellement? Comme tous les pères de famille, je pense qu'on a peur pour nos enfants. On a peur qu'il leur arrive du mal, on a peur aussi des réactions que l'on pourra avoir certainement si quelqu'un leur fait du mal. Là, c'est un avertissement puissant. Mais bon, ces peurs aussi se maîtrisent, se gèrent, parce qu'on réfléchit aux probabilités. C'est sûr qu'on a tous... souvent, on se rend compte qu'on a plus peur du mal qui pourrait arriver aux autres, ceux qu'on aime, plus qu'à nous-mêmes. Moi, j'ai 50 ans, je peux mourir demain, j'ai eu une vie formidable, c'est bon. Je ne souhaite pas mourir demain, mais si ça devait arriver, je suis tranquille. Mais évidemment, mes enfants, ou mes amis, ou mes nièces, mes neveux, j'ai envie qu'ils aient une belle vie devant eux. Et donc, il y a une crainte. Après, ce qui est intéressant, c'est, si j'en parle au début du bouquin, c'est qu'il y a toute une sémantique autour du mot peur. Alors, je pense qu'on a la chance, avec la langue française, d'avoir un vocabulaire de, je crois, 300 000 mots, donc on est capable de décliner peur, anxiété, crainte, terreur. Voilà, il y a un spectre dans lequel on peut placer les mots, et c'est utile d'utiliser les mots à bon escient. Donc c'est sûr que choisir les bons mots nous permet aussi de donner un poids à ces craintes et à ces peurs et à ces angoisses. La crainte de perdre son boulot est normalement, par exemple, un peu plus grande que la crainte de rater son train. La crainte qu'un de ses enfants se fasse shooter en faisant de la trottinette par une voiture est plus grande que celle de perdre son boulot, et ainsi de suite. Donc on a une gradation, et ça revient à l'exercice où on essaie de dire quelles sont les probabilités, quelles sont les incidences, et puis malheureusement, les drames arrivent. Donc les drames arrivent, et là on passe sur un autre problème qui est pas celui que je traite, mais une fois que l'événement craint arrive, eh bien, on passe sur une procédure de Kubler-Ross, qui est les 5 ou 6 étapes du deuil, qui sont la sidération, le déni, l'acceptation, qui finit à la colère, et ensuite plus tard l'acceptation. Et ces éléments nous rattachent à cette manière d'être qui est le stoïcisme, que j'aime beaucoup. C'est une philosophie de vie qui nous vient des Grecs et des Romains, mais qui existe dans toutes les cultures, qui nous apprend, comme le dit le bouddhisme d'ailleurs, à accepter la vie, à accepter comme elle est, à accepter la souffrance, parce qu'elle existe. Et que, moi je me rends compte à 50 ans que on se réveille le matin, on a mal à des endroits bizarres, on se dit mais pourquoi j'ai mal aux chevilles, pourquoi j'ai mal aux articulations, j'ai jamais eu ça avant. Et c'est déjà bon signe, ça veut dire qu'on est vivant, mais surtout on doit accepter que j'ai plus 20 ans, et ça c'est un petit exemple des choses qu'on accepte dans la vie. Mais par exemple, vous avez un formidable président de la République qui nous entraîne tous dans la guerre, enfin, potentiellement, avec ses déclarations un peu à l'emporte-pièce, ou manipulatrices, je crois que c'est plutôt ça. Eh bien, on peut dire non, on peut le faire savoir, on devrait même, parce qu'on doit combattre le mal. Mais à un moment, si la guerre démarre, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit l'accepter, on doit se dire, voilà, on va se mettre à l'abri, on va faire en sorte, et on va peut-être pas aller la combattre, cette guerre. Mais ça fait partie de l'acceptation. On peut pas juste se ronger, on peut pas se dire, on veut pas être dans son coin en disant, je le déteste. Si ça se trouve, c'est une victime, lui aussi. D'ailleurs, je suis sûr que c'est une victime. Par parenthèse.
On dit que dans la nature, les seules espèces qui survivent, ce sont celles qui savent s'adapter. Mhm. Votre livre, finalement, c'est une bible de l'adaptation et de l'adaptabilité. Vous êtes d'accord? En tout cas, par rapport à la peur, oui, et par rapport aux événements qui arrivent, oui. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'amusent en disant, bon, moi, j'ai pas envie de me préparer, je veux vivre ma vie comme elle vient. Très bien, ça c'est tout à fait acceptable. Et me disent, et puis le jour où ça ira mal, s'il faut mourir, je vais mourir. Je dis, ok, mais est-ce que tu as vraiment réfléchi à ce que ça implique? Parce que beaucoup de gens, face à la peur de la mort lorsqu'elle arrive vraiment, n'y ont pas vraiment réfléchi et à ce moment-là, vont faire des bêtises. Ils vont réagir sous forme de panique. Et, et donc, là, l'adaptation, elle est difficile. L'adaptation, parce qu'on a la chance d'être des animaux, des êtres vivants, qui ne sont pas que des animaux, mais aussi des animaux qui ont un cerveau qui est capable de prévoir l'avenir, peut-être pas de le prédire, mais en tout cas d'anticiper l'avenir, eh bien, nous pouvons nous y préparer, et cette préparation, elle nous apaise, à mon avis, elle peut nous apaiser, et puis elle nous amène à, voilà, cette adaptation, comme vous le dites, à des événements qui sont différents, parce que ça change sans arrêt. On a tous vécu des années, les années 90, c'est pas la même chose que maintenant, les années 80 ou 70, c'est pas la même chose que maintenant. Voilà, aujourd'hui, on met pas de pattes d'éléphant. Dans les années 70, j'ai des photos de quand j'étais gamin. Je voyais des pulls rayés beige, jaune, orange, avec des pattes d'éléphant. Voilà, on s'adapte. Mais plus sérieusement, c'est par l'anticipation qu'on peut travailler. Et dans l'action, on trouve une sérénité. Dans la capacité à maîtriser cette peur, il y a une part d'inné et d'acquis. Mhm. Vous en parlez également? Oui, tout à fait. Alors, on a parlé des peurs instinctives. Mais puis, il y a les peurs qu'on nous apprend, qu'on nous inculque à l'école. Même, et là, c'est l'aspect négatif des religions. Fais comme on dit, sinon tu iras en enfer. Dieu est amour, mais si tu fais pas comme on dit, tu vas retirer en enfer pour l'éternité. Peut-être un problème dans leur histoire. Là. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une certaine circonspection et de savoir distinguer ce qui est bon pour nous de ce qui est pas bon pour nous. Donc clairement, on a des peurs acquises. Alors j'explique dans un des premiers chapitres comment les peurs sont aussi culturelles et comment elles ont évolué dans l'histoire. Par exemple, au Moyen-Âge, on a peur des démons, on a peur du diable, à tout le temps. On nous aide, mets ta main devant la bouche quand tu pailles, non pas parce qu'on n'a pas envie de voir tes amygdales, mais parce qu'on disait, attention, un démon pourrait rentrer dans ton corps. C'est pour ça qu'on a des calvaires dans les chemins, dans les campagnes, parce que lorsqu'il y a une bifurcation, on peut être tenté par le diable d'aller dans une mauvaise direction. Donc il y a un calvaire, on s'arrête, on fait une petite prière, et on est un peu plus rassuré. Et ça, évidemment, aujourd'hui, personne ne le fait. Je pense que c'est très rare. Mais c'était la raison de ces petites madones, de ces petits calvaires, de ces petits crucifixes qui étaient à la croisée des chemins. Et aujourd'hui, nous avons des nouvelles peurs culturelles qui nous sont inculquées dès la plus jeune enfance. Peu importe ce qu'on croit, mais on nous dit attention, petit enfant. J'étais à un concert d'un groupe qui s'appelle Chaka Ponk, très bien, j'aime beaucoup. Et dans le concert, il disait les enfants qui sont là, attention, il faut préserver notre planète. Bon, très bien. Et c'est parce que c'est notre faute et c'est votre faute par votre consommation que vous la détruisez. Je dis la vache, dire ça à un gamin, mais tu te rends compte de ce que tu racontes. C'est culpabilisant. Et oui, et la culpabilité, elle nous ronge de l'intérieur, elle peut nous faire qu'on se soumet. Et je prends un autre exemple, mais je salue si les gens de Chaka Ponk nous écoutent, ils sont très sympas, mais là je pense qu'il est un peu déconné le mec. Et voilà, sous le feu de l'action, dans le concert et tout. Mais par exemple, quand j'étais gamin, ma maman me disait, bon écoute, si tu vas pas dormir, je me souviens très très bien, il y a un aigle qui va venir et va te bouffer. Bon, déjà, ça me faisait pas dormir, parce que tout d'un coup, on se dit, il est où l'aigle, il est où l'aigle, il est où l'aigle. Et puis, j'entendais les stores devant la chambre où je dormais, avec le vent qui frottait, et elle me disait, ah, ça, c'est l'aigle qui arrive, alors maintenant, dors. Et donc, chaque fois qu'il y avait du vent, quand j'avais 2, 3, 4 ans, comme ça, j'entendais les stores, et je me disais, oh la vache. Et donc, j'étais terrorisé. Donc, elle a voulu bien faire, ou pas, mais elle se rendait pas compte qu'elle me faisait peur, en fait. Et la peur ne m'aide pas à dormir, et la peur n'est pas bien, n'est pas bonne, encore une fois. Donc, c'est un exemple, alors anodin, maman, je t'en veux pas, mais c'est un exemple de comment on peut inculquer une peur à quelqu'un. Parce qu'elle n'est pas instinctive, on n'a pas instinctivement peur des aigles. Mais sauf que si on dit à un enfant, attention, il y a un monstre sous le lit, il y a le croque-mitaine, il y a combien de générations ont subi ce genre de choses? Alors, attention, les monstres existent.
Les vrais monstres existent. Les pédophiles, les terroristes, les gens qui vont vous tuer, qui vont faire des tortures, qui vont faire du mal. Mais c'est pas en faisant peur aux enfants et en imaginant des monstres qui n'existent pas ou qui ne sont pas présents qu'on va les aider. Au contraire, on va nous terroriser. Mais dire à un enfant, tu sais, fais attention, ton corps t'appartient, tu ne laisses pas d'autres gens venir et tu viens nous en parler s'il se passe quelque chose. C'est ce que nous devrions tous faire. Donc, encore une fois, voilà la différence entre une peur qui nous fait du mal, qui nous terrifie ou qui va nous être délétère, et une approche pédagogique, éducative d'une peur qui existe réellement et qui nous apprend finalement à réagir. Et le gamin ou la gamine qui, tout d'un coup, se fait tripoter par un ministre, parce que visiblement, ils sont tous là, les bizarres. Et là, elle va peut-être dire à papa, maman, sors ton fusil, parce que... enfin, on verra. Ça, on verra. Il y a une peur qui est protectrice et l'autre qui est traumatisante. Exactement. Donc, j'essaie de faire un peu humour, parce que dès que plus le sujet est dégueulasse, plus il faut le prendre un peu, entre guillemets, à la légère pour... L'humour est un bon antidote à la peur. Absolument, tome 2. Très bien. Ce sera dans le tome 2. Bref, donc ces peurs pédagogiques et culturelles, elles sont parfois utiles, elles ont raison d'être, mais il faut utiliser notre jugeote, notre intelligence pour savoir les distiller au bon moment, et certainement dites pas à votre gamin qu'il y a un monstre sous le lit et que s'il dort pas, le monstre va venir le dévorer, ça va pas fonctionner. Hein. Et puis ça va lui foutre du stress pour rien. Exactement. Et pour finir, il y a une peur actuellement qui se répand, qu'on retrouve dans l'inconscient collectif et même dans la conscience collective, c'est celle de la surpopulation. Vous en pensez quoi ? C'est un sujet passionnant parce que la surpopulation est quelque chose que l'on constate en biologie, en laboratoire même, puisque si on prend dans une éprouvette un bouillon de culture à qui on met un certain nombre de nutriments, les bactéries, par exemple, vont se développer jusqu'à l'utilisation et la consommation de l'ensemble de nutriments. Et ensuite, elles vont être réduire quasiment à zéro, puisqu'il n'y a plus assez de ressources. Or, chez l'être humain, on l'a constaté aussi, il y a des civilisations qui se sont effondrées. Il y a un livre extraordinaire qui est Collapse, effondrement, je crois en français, de Jared Diamond, il est traduit, qui est des années 90, qui montre bien qu'il y a des civilisations qui, par surextension et surutilisation de leurs ressources naturelles, par exemple les Mayas avec le bois de la forêt, et d'autres, finalement, se retrouvent en effondrement, se retrouvent en baisse brutale de la population. Donc, dans un environnement donné, il y a un moment où il y a surpopulation par définition, par rapport aux ressources. La question, au-delà de cette approche un peu théorique, bien que les civilisations qui sont vendées ne sont pas théoriques, elles se sont vraiment viandées. On a vu la déforestation de l'Espagne pour fabriquer la flotte espagnole et les galions. On a déforesté une partie de la France, pas autant pour la flotte de Louis XIV et de Napoléon. Mais on a des questions théoriques, et Malthus, qui était un pasteur de la fin du XVIIIe siècle, avait théorisé que voilà, si on continuait à croître plus vite que la possibilité de produire des ressources, à l'époque c'était essentiellement des ressources agricoles, et bien forcément on arrive à un moment où on n'arrive plus à nourrir tout le monde, et donc il y aura famine, et donc des populations. Alors évidemment, il a entre guillemets eu tort, puisque nous avons développé d'abord la révolution industrielle, puis la révolution verte, avec une capacité de croître la production agricole de manière extrêmement forte depuis 2 siècles. Et nous avons fait mentir cette théorie pour l'instant. Mais la théorie, elle reste valide d'un point de vue théorique, justement. Et c'est la pratique qui compte dans la vie. Donc, le monde aujourd'hui est passé en un siècle de 2 milliards à 8 milliards d'habitants. Par définition, nous avons de quoi les nourrir. Et d'ailleurs, jamais nous n'avons produit autant de nourriture et de ressources qu'aujourd'hui. Mais il se peut bien qu'elle commence à baisser. Donc la question est, sommes-nous en surpopulation ou pas ? La réponse pour aujourd'hui est non, mais pour combien de temps ? Donc moi, je ne suis pas dans la croyance sur ce point-là, je ne suis pas en train de dire oui, à 9 milliards on n'y arrivera plus, ou à 10 milliards on n'y arrivera plus, mais à un moment on n'y arrivera plus. Je ne sais pas quand. Et alors certains disent oui, avec l'innovation humaine, on va pouvoir produire encore plus, on va pouvoir nourrir, et puis ce sera génial, on sera 50 milliards. Oui, mais enfin, les Mayas, ils n'ont pas réussi, l'Empire romain, il s'est effondré, la Yougoslavie s'est effondrée aussi. Alors, certes, c'est multifactoriel, ce n'est pas que la ressource agricole qui manque, ou l'espace. Et j'ai souvent ce débat avec des Africains qui me disent, oui, mais l'Afrique est passée de
de 100 millions à 1,5 milliard en un siècle. Donc, et en fait, la densité est très faible. C'est vrai, c'est un continent immense. Et je leur fais remarquer, oui, mais il y a des jungles, des déserts. Donc, bon, c'est comme vous voulez, mais allez-y, mollo, Ngolo dans la cale. Dit le mec qui a 4 gosses. Oui, Mais enfin bref. Donc, 4, bravo. non, mais faites ce que vous voulez, c'est pas la question. Mais la question, c'est qu'à un moment, il faut réfléchir, c'est tout. Donc, sommes-nous en surpopulation? Moi, j'ai une manière différente de répondre à la question, c'est que ce soit le cas ou pas, ce n'est pas une autorité, qu'elle soit étatique ou autre, de décider. Ça, c'est le plus important. C'est à nous, en notre âme et conscience, de décider si nous voulons avoir 1, 2 ou 0 ou 50 enfants. Mais que ce ne soit pas l'État qui vienne nous dire il faut un permis, il faut je ne sais quoi. Parce que c'est un peu vers cette société-là, une société de contrôle. Et on sait tous que l'État est corrompu. Donc au bout d'un moment, il y aura des passe-droits pour ça et pour la nourriture. Et pour toi, tu as le droit de manger des trucs corrects, mais toi, t'es pauvre, tu manges des criquets, tu manges des insectes. Et puis toi, on va te donner les chiens et les chats. Et toi, on va te donner... non. Et il ne faut pas rentrer dans une société de... je pense que le mérite individuel, l'entraide, c'est ce qui permet à nous de réussir ou pas, mais d'avoir une vie équilibrée. On n'a pas besoin que l'État commence à nous dire ce qu'on doit faire, je crois. Donc à la fin, surpopulation ou pas, on verra bien. Si ça plante, ça plante. Et si ça plante pas, bah, tant mieux. Mais qu'on nous laisse gérer nos trucs par nous-mêmes. Et s'il y a des régions qui ont du mal, on va peut-être les aider. Il n'y a pas besoin que... J'ai toujours trouvé étrange cette volonté des États de dire moi je sais ce qui est bon pour vous, faites-moi confiance, donnez-moi tout le pouvoir et ensuite j'en prends tout pour moi en tant qu'individu. Ayez confiance. Ouais, comme le serpent dans K. dans Le livre de la la jungle. Ouais. Merci infiniment, Piero San Giorgio. Nous allons acheter le livre nombreux. Merci.